Hey yo tout le monde, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4. Mass Murder 4 déjà, donc il y a eu 3 épisodes avant. On va parler d'Anders Breivik, voilà. Anders Behring Breivik est né à Oslo, en Norvège. Vous connaissez tous la ville d'Oslo, c'est la capitale de la Norvège. Donc il est né le 13 février 1979. Il était le fils de Wenche Behring. Donc elle est morte en 2013, un an après le terrible attentat de son fils. Donc elle était infirmière. Et de James Breivik, un économiste civil qui travaillait comme diplomate en Europe pour l'ambassade de Norvège et même plus tard qui fera plusieurs déplacements donc en Angleterre et à Paris. Donc Breivik, il passa la première année de sa vie à Londres jusqu'à ce que ses parents divorcent lorsqu'il avait 1 an. Donc lorsqu'Anders Breivik eut 4 ans, il vivra près d'Oslo. Et donc à ce moment-là, 2 rapports seront déposés par des experts au sujet de sa santé mentale, concluant apparemment a priori que le jeune garçon devait être suivi psychologiquement et retiré de la garde de sa mère. Donc elle le sexualisait, c'était un garçon mais elle le transformait en fille, elle voulait que ce soit une fille. Elle le frappait et lui répétait souvent qu'elle souhaitait sa mort. Sa mère est décrite comme une femme dépressive, ayant dans son enfance reçu elle-même une éducation extrêmement difficile et possédant des problèmes de santé. Anders Breivik, quant à lui, critiqua longtemps les pensées politiques de ses parents, remettra en cause son éducation. Je n'approuve pas l'éducation matriarcale, donc ma mère a contribué à me féminiser à un certain point de ma personnalité. Cependant, à l'adolescence, son comportement deviendra rebelle. Au début, il faisait partie d'une communauté de rue à Oslo Ouest. C'est à ce moment-là qu'il a appris l'art du graffiti et du hip-hop, donc il sera souvent arrêté par la police. Un ancien camarade de classe avec qui Breivik étudiait le décrira comme un homme intelligent. Il avait souvent pris soin aussi des personnes victimes d'intimidation ou d'harcèlement. Il faut dire aussi qu'il passait beaucoup de temps à faire de la musculation et commençait même à utiliser des stéroïdes anabolisants. Il se souciait aussi beaucoup de sa propre image, du regard des autres, car il voulait toujours être plus grand et plus fort. À 20 ans, il fera aussi de la chirurgie esthétique. Et selon certains de ses amis, il s'était fait refaire le menton, le nez et le front, et semblait très satisfait du résultat. Après l'âge de 21 ans, il travailla dans un service à la clientèle, donc pour une société anonyme qui était en collaboration internationale. Et un de ses amis proches a dit qu'il avait habituellement un ego très élevé et qu'il serait facilement irrité par les gens du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud. Donc il prétend, Breivik, qu'en 2002, à l'âge de 23 ans, il avait commencé un plan qui devait durer 9 ans pour financer un attentat visant à la sauvegarde de l'identité de son pays. Il décida de fonder sa propre programmation informatique, tout en continuant de travailler pour son entreprise, qui fera finalement faillite, et Breivik sera même signalé pour plusieurs infractions à la loi. Il est ensuite retourné à la maison de sa mère après la faillite de son entreprise, selon lui pour économiser de l'argent, que les psychiatres continueront de l'évaluer puisqu'il va être suivi tout au long de sa vie, et diront dans son rapport que sa santé mentale s'était détériorée à ce moment-là et qu'il était même entré dans un état de retrait et d'isolement. Et donc en mai 2009, il fonde une entreprise agricole sous le nom de Breivik Geofarm, qui est décrit comme une agriculture propriétaire unique, mise en place pour cultiver des légumes, des melons, des racines et des tubercules. Mais 1 an plus tard, donc, son entreprise agricole permettra de réunir les ingrédients et les ustensiles qui lui seront nécessaires à la confection d'une énorme bombe. Donc il s'inscrit parallèlement dans un club de tir, ce qui lui permet d'acquérir légalement des armes à feu, notamment un Glock et une précision hors pair. Au printemps 2011, soit 2 ans plus tard, il fait modifier les statuts de Breivik Geofarm et s'installe dans une ferme près de Rena, afin d'avoir désormais accès à des engrais chimiques. À l'abri des regards indiscrets, il se lance dans la production d'explosifs. Et donc la police norvégienne le suivait pour des achats de produits suspects. La police définit tout de même le coût de la préparation de ces attaques à 317 000 €. L'agriculteur voisin de Breivik le décrira aussi comme ressemblant à un habitant de la ville, donc qui portait des chemises assez chères et qui ne connaissait absolument rien sur les moyens agricoles. Donc le 22 juillet 2011, la première attaque va commencer, une attaque qui se déroule en 2 temps. Peu après 15 h, il gare une camionnette chargée de 950 kg d'explosifs, donc il la gare devant l'immeuble gouvernemental du centre d'Oslo, le bureau du Premier ministre. La bombe explose, il est 15 h 25,
Il vient à ce moment-là de détourner l'attention des policiers de la ville et est déjà en route pour l'île d'Utoya. Donc le véhicule piégé explose d'abord et provoque la destruction de plusieurs bâtiments gouvernementaux norvégiens. Donc le premier attentat va coûter la vie à 8 personnes et fera 15 blessés, dont 11 dans un état grave. Le bilan fut estimé comme peu élevé. Le jour férié, ça avait diminué l'affluence dans le quartier. Pensant alors être sous le coup d'une attaque terroriste, les autorités norvégiennes, qui sont peu préparées à cela comme je vous l'ai dit, bouclèrent certains quartiers d'Oslo et ordonnèrent aux particuliers d'éviter le centre-ville, puis mirent finalement hors service le réseau de transport public. Il n'y avait plus aucune circulation à ce moment-là dans le centre d'Oslo. Donc on remarquera plus tard que Breivik, je vous en ai déjà parlé mais je vous le redis une fois, hein, ça fait pas de mal, un petit récapitulatif, détenait une ferme biologique dans le centre de la ville de Rena, au nord d'Oslo, et ceux-là lui avaient donc donné accès à des engrais chimiques qu'il avait utilisés pour la fabrication d'explosifs utilisés ce jour-là. Revêtu alors d'un uniforme de policier, armé d'un pistolet, d'un fusil, ainsi que de 3000 cartouches, il va semer la terreur et la mort sur la petite île d'Utoya, loin de la police, pendant un peu plus d'1 heure. Donc il va arriver sur l'île d'Utoya et ouvrira le feu sur les jeunes rassemblés. Plusieurs témoins le virent achever des blessés à terre en riant ou abattre des personnes qui fuyaient à la nage. Plusieurs appels au secours vont être passés par les victimes d'Utoya et ne seront dans un premier temps pas pris au sérieux par les services de secours norvégiens qui prièrent les appelants de libérer les lignes pour privilégier les attentats en rapport avec l'explosion d'Oslo. Les premières personnes à réagir furent des touristes qui se trouvaient aux abords de l'île et qui s'approchèrent à l'aide d'embarcations avant de lancer des gilets de sauvetage aux personnes qui quittaient la tuerie à la nage. La police débarque sur l'île à 18h25, 1h03 après le début des premiers coups de feu. Donc à l'arrivée des policiers, Breivik se rendit sans opposer de résistance. Les morts occasionnés par Breivik à Oslo et à Utoya ce jour-là représentent l'équivalent de 2 fois le nombre annuel moyen de meurtres en Norvège. Donc l'idéologie de Breivik sera alors décrite par lui-même dans un document électronique qu'il envoya en masse le jour des attaques. Outre la description de ces longs préparatifs d'attaque, il développa son soutien à plusieurs idéologies, parmi lesquelles le conservatisme culturel, l'ultranationalisme, l'islamophobie, le sionisme, l'antiféminisme et le nationalisme blanc. Donc il considérait l'islam, le marxisme et la plupart des partis politiques européens comme ennemis et exigeait la destruction par la force, ainsi que par la déportation de tous les musulmans hors d'Europe, prévue pour l'année 2083 afin de préserver la chrétienté. Donc Breivik expliqua aussi que ces attentats avaient pour but de faire de la publicité à son manifeste. La publication de ce message n'avait pas attiré l'attention de la police norvégienne, car Breivik avait dévoilé ses idées seulement 1h30 avant le déclenchement des attentats. La tuerie d'Utoya aura coûté la vie à 69 personnes, pour la plupart des adolescents de 15 ou 16 ans. Il les a tués car il défendait le parti travailliste. Le parti travailliste, c'est la gauche, lui était d'extrême droite. Bien que revendiquant ses actes, Breivik décida de plaider non coupable, et donc son procès s'ouvrit alors le 16 avril 2012. Il provoqua l'assistance en effectuant un salut nazi, bras tendu poing fermé. Breivik exigea qu'on le relâche, estimant avoir agi en état de légitime défense. Donc finalement, le 24 août 2012, donc il sera reconnu coupable et condamné à la peine maximale norvégienne. Donc la peine maximale en Norvège est de 21 ans, avec impossibilité de demander une libération conditionnelle durant les 10 premières années. Pour ces meurtres, Breivik ne fera preuve d'aucun remords. Il conclura son procès en présentant des excuses, car selon lui, il n'a pas tué assez de personnes. Donc il dira ne pas vouloir faire appel et donc il quitta le tribunal fier de lui, le sourire aux lèvres après sa condamnation, après avoir effectué un nouveau salut nazi. Donc c'était Anders Breivik pour l'épisode numéro 4 de la série Mass Murder que je prends énormément de plaisir à faire. C'était Hughes, je vous laisse, bye 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 bye.